Bonjour et bienvenue dans votre 19e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Cette semaine, nous allons parler à travers un cas clinique de l'utilisation du miel en matière de plaies et cicatrisation. Il faut préciser tout d'abord qu'il s'agit de miel médical. Le miel de nos gardes à manger ne peut être utilisé en application directe sur une plaie. Ce miel médical subit des contrôles de qualité, physico-chimiques, microbiologiques. Il ne doit pas contenir des métaux ni des pesticides. Les abeilles butinent en zone protégée, qu'il s'agisse donc de parcs nationaux ou carrément sous serre. Et là, on peut avoir un miel strictement monofloral. Par ailleurs, le miel est stérilisé au rayon gamma pour lui conférer une concentration bactérienne prédéfinie, minimale bien sûr. Et enfin, afin de garder la stabilité de ses composants actifs, il doit être conservé à l'abri de la lumière et de l'eau. Vous voyez donc que ce miel médical a un cahier des charges strict. Et je vais vous développer les 3 propriétés essentielles du miel, à savoir antimicrobienne, anti-inflammatoire et cicatrisante. Nous partirons ensuite sur un deuxième cas clinique, un mal perforant plantaire chez un patient non diabétique avec une problématique de stabilité du pansement, et un troisième et dernier cas clinique sur la gestion d'une plaie croûteuse en retard de cicatrisation. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 19e CPE-CP. Il s'agit d'une patiente que je suis en consultation pour un ulcère malléolaire d'origine veineuse, essentiellement fibrineux et peu exsudatif, et tout l'arsenal des protocoles de fibrinectomie autolytique a été utilisé et rien ne marche. J'ai donc décidé la semaine dernière d'utiliser du miel médical. Donc je défais le pansement hydrocellulaire, on voit qu'il y a un peu de miel à la surface du pansement, il s'agit d'une plaie faiblement exsudative, ici. Je nettoie toujours la plaie au sérum physiologique. Nous allons voir de près l'évolution de cette plaie. Je constate que la partie centrale est pour la première fois en phase de granulation. Toujours cette zone de fibrine, voire de nécrose périphérique. La première chose que vous pouvez constater, c'est qu'on utilise le miel médical en deuxième intention lorsque les protocoles conventionnels ont été épuisés et inactifs. L'usage du miel dans le traitement des plaies remonte à des milliers d'années. Les plus anciens textes retrouvés font référence à son utilisation en Égypte ancienne. Les propriétés cicatrisantes du miel ont été réintroduites en France à l'hôpital par le professeur Bernard Descottes, ancien chirurgien digestif au CHU de Limoges, il y a 30 ans. Afin d'avoir une vision globale du sujet, je vous encourage à lire la formidable thèse de pharmacie présentée à l'Université de Rennes 1 par le docteur Anaël Lebihan en 2016. Je vous conseille aussi l'article du docteur David Lechaud, qui est le fruit d'une recherche bibliographique de plus de 150 publications scientifiques. Je vais vous dire maintenant pourquoi le miel facilite la cicatrisation. Tout d'abord, son pH est acide, ce qui augmente la diffusion locale de l'oxygène. Il diminue l'activité des métalloprotéases et nous savons que ces enzymes sont en surconcentration lors des plaies chroniques et facteur de retard de cicatrisation. Il diminue le pH des plaies. En général, une plaie chronique a un pH particulièrement alcalin, ce qui engendre des exsudats caustiques et susceptibles d'irriter la peau périulcéreuse et d'engendrer une dermite irritative. Il stimule enfin l'activité des macrophages qui sont les véritables nettoyeurs des plaies chroniques. Le miel a une action osmotique qui favorise le drainage des exsudats, maintient la plaie à milieu humide, ce qui favorise la cicatrisation, et a une action de détertion autolytique, ce qui est intéressant pour les plaies fibrineuses. Il forme une interface entre le lit de la plaie et le pansement, ce qui facilite le retrait du pansement et le rend indolore. Le miel a une action antibactérienne, il contient de nombreuses enzymes et parmi les plus importantes, la glucose oxydase. C'est une enzyme qui est responsable de la production d'eau oxygénée au niveau du lit de la plaie. Cette enzyme
est sécrétée par les glandes hypopharyngées de l'abeille lors de la transformation du nectar en miel. Elle est donc présente quelle que soit l'origine botanique du miel. En revanche, c'est une enzyme qui est sensible. Elle est thermolabile et photolabile, dont les conditions de conservation du miel sont particulièrement importantes pour préserver l'activité de cette enzyme. Une deuxième enzyme doit retenir notre attention, le méthylglycoxale. C'est la molécule qui a l'activité antibactérienne la plus efficace au niveau du miel. Or, la concentration de cette enzyme varie selon les origines géographiques et botaniques du miel. Et le miel de Manuka, qui est très répandu en Nouvelle-Zélande mais aussi en Australie, est connu aujourd'hui comme celui qui a la concentration la plus élevée en méthylglycoxale. De ce fait, il s'agit du miel qui a l'activité antibactérienne la plus efficace. Le miel présente une activité bactéricide qui a été démontrée in vivo et in vitro par de nombreuses études. Je vous renvoie à la thèse. L'ensemble des recherches a montré que le miel était actif sur au moins 80 micro-organismes, aérobie et anaérobie, gram positif, gram négatif, ainsi que sur certaines bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Une action antifongique lui a été aussi observée. Après ces trois propriétés principales, nous avons aussi une propriété anti-inflammatoire qui facilite la cicatrisation. Nous avons ensuite une propriété antibiofilm qui peut se déposer à la surface de plaies chroniques. Et ensuite une action immunomodulatrice locale par la libération de cytokines. Voici ici rapidement la gamme des dispositifs médicaux à base de miel. Ici, ce sont les dispositifs avec du miel monofloral. Personnellement, j'utilise la gamme Dermascience Médionée, tout simplement parce que elle est constituée de miel monofloral à base de Manuka, qui est la plante qui contient le plus de méthylglyoxate, qui est l'enzyme antibactérienne la plus active au niveau du miel. D'autre part, c'est la gamme de dispositifs médicaux à base de miel ayant fait le plus grand nombre d'études cliniques avec à son actif 130 publications. Je vous présente ici les dispositifs médicaux à base de miel polyfloral pour être le plus exhaustif possible. Voici le miel médical que je prescris à mes patients. Il s'agit d'un tube de 20 grammes. Il existe aussi en 50 grammes. Il faut savoir que ces 20 grammes de miel coûtent 10 euros. Donc ça nous fait 500 euros le kilo. Au total, malgré de nombreuses études, l'efficacité clinique du miel sur les plaies n'apparaît pas scientifiquement démontrée. Et les données cliniques soumises sont insuffisantes pour se prononcer sur l'intérêt du miel médical. De ce fait, le service rendu est insuffisant pour son inscription sur la LPPR, il n'est donc pas remboursé et son prix est un facteur limitant pour son utilisation. Le miel se tartine, ou excusez-moi du lapsus, mais s'applique exactement comme un hydrogel au niveau du lit de la plaie. Voilà, on essaye de l'utiliser avec tact et mesure vu le coût et bien sûr c'est pas compatible avec une plaie de grande surface. Le pansement secondaire sera un hydrocellulaire simple. Je revois la patiente à une semaine, donc 15 jours de miel de Manuka. On constate une bonne évolution de la plaie déjà avec un tissu de granulation centrale. La nécrose qui était située vers le haut en périphérie a quasiment disparu. Donc au bout de 15 jours, alors qu'aucun dispositif de fibrinectomie autolytique ne marchait, on commence à avoir un résultat. D'ailleurs, si on compare avec la plaie de la semaine dernière, on le voit bien. Le résultat est satisfaisant avec une bonne évolution. La fibrine restante est bien constituée. On ne peut pas l'enlever à la compresse, donc de façon mécanique. Je lui prescris donc le même type de protocole avec le miel de Manuka en application, avec un pansement effectué tous les jours. Patient que je vois pour la première fois en consultation, motif de la consultation, plaie post-traumatique au niveau du pied, évoluant depuis 6 mois sur un caillou dans la chaussure. Ce patient n'est pas artéritique, ce patient n'est pas diabétique, il existe des stigmates de papillomateuses, de dermite d'insuffisance veineuse. Nous allons découvrir ce qu'il y a sous cette tubulure. Nous avons donc un pansement siliconé
Pansement siliconé, mais attention, la plaie est ici et le pansement est complètement à côté. Donc pendant la journée, mobilisation du pansement siliconé qui ne tient pas. Le pansement sur la plaie, tu mettras. Cette plaie n'est pas douloureuse à la palpation. Il n'y a pas de kératose à enlever au bistouri. Il s'agit d'une plaie d'appui entretenue avec des chaussures non adaptées qui se situe en regard de la tête du 5e métatarse du fait de la morphologie du pied du patient. On préconise la mise en place d'un hydrocellulaire non siliconé qui va permettre d'avoir une tenue tout au long de la journée. Et puis il faut surtout traiter la cause. Je lui prescris une paire d'orthèses plantaires, mais en attendant, je confectionne une orthèse plantaire de fortune à l'aide d'un pansement hydrocellulaire mousse épais, ce qui va permettre, en attendant d'avoir sa véritable orthèse plantaire confectionnée par son podologue, d'éviter l'appui direct local responsable de la chronicisation de cette plaie. M'est adressée en consultation une patiente âgée, une plaie post-traumatique de jambe, date d'un mois, suite à un traumatisme avec une branche dans son jardin. On voit déjà qu'il s'agit d'une patiente à peau fragilisée, mais elle n'est pas sous anticoagulant. Nous allons découvrir ensemble le protocole de soins, une tubulure qui maintient un hydrocellulaire, qui va donc être un pansement primaire ou secondaire. L'hydrocellulaire est un peu saturé ici, mais en fait la patiente s'est douchée, donc c'est de l'eau simplement. Voilà, cet hydrocellulaire est donc micro-adhésif en tant que pansement primaire et on voit qu'il n'est pas du tout saturé au niveau de sa portion au contact direct avec la plaie. Je nettoie la plaie avec du sérum physiologique, toujours pas d'antiseptique. Nous avons cette croûte périphérique qui ne s'enlève pas au passage de la compresse, donc qui est bien adhérente à la plaie ou à l'épiderme sous-jacent, et à la pince en fait je vois que il existe un épiderme en fait sous cette croûte périphérique. Je vais donc essayer de traiter cette croûte périphérique de façon mécanique. On voit que l'épiderme est sain dessous. Alors cette plaie est atone, bourgeonnante en son centre, un petit peu de fibrine et surtout cette croûte périphérique bien constituée. Regardez donc quand on la soulève, regardez ici si on la soulève, l'épiderme est constitué dessous, donc ça vaut le coup d'essayer d'enlever cette croûte de façon mécanique. Alors à la pince c'est compliqué, je vais le faire au bistouri, ce sera beaucoup plus simple. Et donc on l'enlève toujours de la périphérie vers le centre et non pas l'inverse pour éviter d'être traumatique au niveau de la plaie. Donc voilà l'ablation mécanique au bistouri de la croûte périphérique qui n'est pas du tout algique et la peau en dessous est tout à fait saine. Alors ce geste ne doit pas engendrer de saignement et ce geste ne doit pas créer de plaie iatrogène bien sûr. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, il vaut mieux laisser un morceau de croûte, une portion de croûte, que de vouloir l'enlever absolument en totalité et de créer des plaies secondaires. Si un morceau de croûte reste en place, on pourra toujours, devant cette plaie atone non exsudative, instaurer une cicatrisation en milieu humide pour ramollir la croûte et faciliter son exérèse, soit spontanée, soit de façon mécanique. Voici l'aspect de la plaie après l'ablation de la croûte. On voit bien qu'il y a un joli épiderme périphérique qui a été constitué sous cette croûte. On va donc pouvoir maintenant débuter un protocole de soins efficace. La plaie peu exsudative, mise en place d'un gel bactério-absorbant, cicatrisation en milieu humide, absorption éventuelle des bactéries sur place, car il s'agit d'une plaie post-traumatique qui date d'un mois, donc toujours à potentiel infectieux. Je vous montre ici une photo à microscope électronique des fibres du pansement bactério-absorbant. Ces fibres, par interaction hydrophobe, retiennent les bactéries et les champignons dans leur trame. Nous sommes bel et bien sur une action bactério-absorbante et non pas bactéricide comme on peut le voir avec l'ion argent ou la sulfadiazine argentique. Il sera recouvert directement d'un hydrocellulaire non siliconé
qui sera maintenu en place par une tubulure. Voilà, donc qui est mis en place ici. Et petit artifice technique, je vous le rappelle, pour que cette tubulure soit stabilisée, une petite fente au niveau du talon, ce qui permet de stabiliser la tubulure et d'éviter qu'elle ne glisse pendant la journée. C'était notre 19e CPECP. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, ce sera donc la 20e et nous partirons au bloc opératoire pour la réalisation d'une mise à plat importante au niveau d'une infection profonde de jambes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.